Bonjour Thomas, Bonjour. on s'est rencontrés il y a quelques semaines sur les berges de la Seine Ouais. et pour moi c'était une image incroyable. Tu courais pieds nus sur des pavés. Ça m'a intrigué. Ah, ça en intrigue plus d'un. Je t'ai abordé, tu avais envie de discuter et finalement on a couru 40 minutes ensemble. Tu m'as parlé de ta pratique sportive, de plein de trucs et je me suis dit il faut que je puisse faire partager ça avec d'autres personnes et donc c'est pour ça que je t'enregistre aujourd'hui. Alors Thomas, quand est-ce que tu as commencé à courir et pour quelle raison tu as commencé? Alors j'ai commencé très tôt, moi très jeune. J'ai toujours couru un peu par moi-même avant de rentrer en club d'athlétisme à l'adolescence, quoi, grosso modo, où je faisais plus du 800 et des crosses, voilà, du demi-fond, on va dire. Et puis là, plus récemment, en 2010, je suis parti vivre à La Réunion et j'ai découvert le trail avec des mecs qui me doublaient dans la montagne, petit sac à dos, qui couraient dans les descentes. Je me suis dit, c'est trop bien, ça faut que je découvre ça. J'avais jamais entendu parler de ce sport-là. Donc voilà, je me suis mis au trail à La Réunion. J'ai fait la Diagonale des Fous, ça remonte maintenant en 2011. C'est une course de 165-170 km avec pas loin de 10 000 mètres de dénivelé positif. Même chose en négatif. En fait, tu traverses l'île de La Réunion du sud au nord et c'est une course plus de dépassement en fait, de soi. Tu grimpes sur le volcan, tu grimpes dans les cirques, tu descends, tu montes, c'est infernal. Il fait très froid la nuit, 0 degré, et puis 35 degrés plein soleil avec la journée, avec des grosses variations aussi en humidité, etc. C'est quand même une course assez dure. Et je parle de ça parce que du coup ça fait le lien aussi avec pourquoi je me suis mis à courir pieds nus. Mais voilà, on y reviendra après, je pense, mais j'ai découvert le trail voilà, il y a une grosse dizaine d'années. Je suis devenu un peu passionné. À Paris, on est un peu brimé parce que il n'y a pas beaucoup de montagnes, il n'y a pas beaucoup de grands paysages, mais il y a pas mal de trailers et moi je suis kiné du sport spécialisé en course à pied et je vois pas mal de patients qui sont runners et trailers et voilà, qui viennent me voir pour pas mal de petits bobos. Donc ça, on en parlera dans une seconde Ouais. partie. Ce qui m'intéresserait d'abord, c'est que tu parles de ta pratique à toi. Bah, j'ai beaucoup progressé quand même quand j'étais. Moi, j'ai pas un gros niveau du tout en running. Hein. Je suis vraiment pas le meilleur, loin de là. Mais bon, voilà, j'avais progressé quand même étant jeune en club d'athlé avec des entraînements assez intenses, etc. J'ai toujours gardé une pratique sportive assez régulière. Je cours, on va dire, au moins 2 ou 3 fois dans la semaine. J'ai toujours fait ça. Voilà, après, maintenant, je suis plus dans une pratique de loisir plutôt que de performance. Sur semi-marathon, je suis entre 1h30 et 1h40. Donc, voilà, c'est pas un gros niveau, comme je te dis. Et puis voilà, après, sur des distances plus longues, on y reviendra après, mais c'est un autre type d'effort. C'est moins un effort justement en intensité où ton cardio reste haut, mais c'est plus un effort de gestion, de connaissance de soi-même. Et donc là, du coup, tu vois, sur la Diagonale des Fous, j'avais mis, j'étais fini dans les derniers, quoi. 59h45, on avait mis avec mon pote. Et il faut le faire en moins de 65 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc les premiers arrivent en 24 heures. T'en as très peu, c'est vraiment l'élite, en moins de 24 heures. Et puis, ouais, les derniers arrivent en 60 heures, 65 heures. 160 km, 60 heures de course, tu fais ton calcul, la moyenne, elle n'est pas très élevée. Hein. Ça te fait du 3 km/h, tu vois, c'est autour de 3 km/h, c'est vraiment très peu. Il y a beaucoup de marches, il y a même des moments où tu t'arrêtes complètement, tu te reposes un peu, tu t'étires, enfin c'est de la gestion, quoi. Et puis après, voilà, il faut repartir. Mais l'intensité n'est pas énorme. Si on regarde ton cardio sur une course comme ça, ça monte pas très haut, c'est complètement différent d'un 10 km que tu vas faire ou d'un semi-marathon, tu vois. C'est vraiment différent. Et le marathon, on est un peu dans un mix des deux. Mais tu vois, je me suis jamais mis sur marathon parce que je trouve que l'entraînement est assez pénible. Tu as beaucoup de bitume, etc. Et même semi-marathon, voilà, des courses comme ça m'attire moins en fait aujourd'hui. C'est paradoxal de ne pas vouloir faire de marathon alors que donc 42 km, Ouais. alors que 180, c'est ça, 170? 160, ouais. Déjà, il y a l'aspect nature
t'es quand même dans un paysage incroyable et tout. Si je fais un marathon, ce serait pour faire un marathon sympa, quoi, dans une ville sympa. Tu vois, le marathon de Paris, bon, m'attire pas trop parce que je connais par cœur Paris, j'y cours tout le temps. Bon, me dire je fais le marathon de Paris pour me dire je vais viser en dessous de 4 heures ou je sais pas quoi. Voilà, ça m'attire pas plus que ça. Comme je dis, je suis moins dans la performance maintenant, mais plus dans la recherche de plaisir, de nature, de partager, bah, tu vois, comme avec toi, dans les trails, ce que tu as pas en marathon, je trouve, enfin moins, c'est de se retrouver en plein milieu de la montagne, en pleine nuit à la frontale avec un mec que tu n'as jamais vu, tu connais ni d'Ève ni d'Adam, puis en fait tu vas parler avec lui pendant quelques heures, tu connais même pas son prénom parfois, mais voilà, tu parles de trail, tu parles de tout, et puis tu partages un petit bout. Et il y a cette gestion il y a cette notion tu partages un effort assez intense à deux. Et voilà, c'est plus ça que je recherche là aujourd'hui, le truc un peu d'équipe, un peu de partage, et plus que la performance à me dire, tu vois, j'ai jamais fait de marathon, je peux pas te dire quel est mon temps sur marathon. Je pense que je pourrais faire à peu près 3h45, peut-être moins si je m'entraîne. Mais je ne peux pas te le dire. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vaux sur marathon. Mais ça m'attire pas plus que ça. Et en dehors du semi-marathon, tu as fait d'autres courses, des 10 km ou le Paris-Versailles peut-être Ouais, non, j'avais pas fait Paris-Versailles non plus. Sur 10 km, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Il me semble que mon temps, c'était 38, je crois, 38 minutes, il me semble, quelque chose comme ça. Autour des 40, quoi. Mais bon, comme je te dis, c'est pas du tout un gros niveau, mais par contre, par rapport à la pratique aussi, pour répondre à ta question, je pense que j'ai évolué de par mon métier et les formations que j'ai pu faire après par rapport aux blessures des coureurs typiques, etc. J'ai gagné en technique de course et surtout en écoute de soi, tu vois, de ton corps. Au niveau de tes tendons, on en parlait juste avant qu'on commence l'enregistrement, des tendons, des articulations, de la notion d'enchaînement des entraînements ou des temps de repos. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense qu'il y a 10-15 ans, je courais plus sans avoir ces notions, donc plus en mode bourrin, partir trop vite, pas s'écouter, enchaîner trop les entraînements. Et maintenant, je pense que je le gère mieux, quoi. Et cette évolution, elle résulte plutôt de ton métier ou tout simplement de ta pratique à toi, de l'observation à toi, avec les kilométrages et les années qui passent, tu acquiers une maturité, une connaissance de ton propre corps? Un peu les deux, je pense. Un peu les deux, mais je dirais quand même pas mal mon métier, parce que je pense que si j'avais fait complètement un autre métier, j'aurais pas eu ces notions, à part si j'avais partagé avec peut-être un kiné du sport ou un médecin du sport ou un coach qui m'aurait ouvert les yeux là-dessus. Mais je suis pas certain. Et tu vois, notamment en club d'athlètes, on avait un peu ces notions, mais pas tant que ça. Au final, je me rappelle, et on avait plutôt la culture de faut y aller, faut enchaîner des entraînements vachement intenses. Plus que savoir s'écouter, de dire attends là, je ressens un petit début de douleur ici, donc peut-être qu'il faudrait que j'adapte mon entraînement et tout ça. Je me rappelle qu'on n'était pas du tout là-dedans, quoi. Alors, je suis un petit peu frustré quand même dans ta description de ton parcours sportif parce que entre le semi-marathon et la Diagonale des Fous, il y a quand même un grand trou. Hein, il y a un trou de pas mal centaine de kilomètres. Tu as quand même fait des épreuves intermédiaires. Ouais. Bah, de toute façon, en fait, pour pouvoir t'inscrire sur une grande diagonale comme la Diagonale des Fous, une grande course, tu dois pouvoir valider des trails de 70, 80 km, 100 km, etc. Donc ouais, j'ai fait pas mal d'autres trails aussi sur ce genre de distance, on va dire entre 50 et 100, 110. Et là, on envisage avec quelques potes de se lancer sur un trail en Corse, un ultra trail aussi, de la même veine, peut-être un peu plus grand que la Diagonale des Fous, qui fait tout le GR de Corse, le GR20, de bout en bout quasiment. Et t'as pareil, je crois que tu as entre 10 000 ou 11 000 de D+. Donc voilà pourquoi j'en suis venu aussi à me mettre à courir pieds nus dans Paris pour renforcer aussi ma voûte plantaire, mes pieds, puis aussi un peu pour s'amuser parce que je trouve intéressant en tant que kiné
de voir quelles sont les adaptations progressives du corps. Et avec un peu de recul, là, je vois déjà comment je progresse là-dessus. Et la diagonale des fous à La Réunion que j'avais faite, je me rappelle qu'à la fin, ce qui avait été très très dur pour moi, c'était les douleurs en fait sous les pieds, tu vois, sous la voûte plantaire. Et je regardais, j'avais l'impression d'avoir des ampoules de partout, mais en fait il n'y en avait pas ou peu. Mais c'était juste l'appui, en fait, l'appui répété. Sur 60 heures, j'en pouvais plus, quoi. J'avais mal aux pieds alors que j'avais des chaussures, des bonnes chaussures, hein. Mais c'est l'accumulation et c'était devenu insoutenable à la fin. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, tu vois, de renforcer la peau, les téguments, les muscles, les zones d'appui, tu vois, sous le pied notamment, en courant pieds nus sur bitume, pour après que ce soit, on va dire que ça passe mieux, tu vois, sur un effort longue durée avec une bonne chaussure, une bonne semelle. C'est plus par curiosité et je trouve ça intéressant. Il y a des choses que tu m'avais dit quand on avait couru ensemble, c'était le danger de courir pieds nus en fait. Les obstacles, le fait d'avoir de la corne, tu vois. Ouais, c'est à chaque fois ce qu'on me dit. Attends, tu cours pieds nus, mais il y a des bouts de verre partout, par terre. Bon, en réalité, il n'y en a pas non plus tant que ça. Je trouve que finalement, ça t'oblige à regarder un peu plus où tu mets les pieds et c'est pas plus mal. Ouais, après, bien sûr, il faut faire gaffe. Et je dirais pas à tout le monde d'aller courir pieds nus, mais je trouve l'exercice quand même assez intéressant parce que tu sens que tu as les frottements aussi au niveau de la peau. Et les premières fois où j'ai couru pieds nus, je l'ai refait aussi de manière très progressive avant d'y aller. Maintenant, j'arrive à faire 1 heure, 1 heure et quart sans avoir de difficulté. Il y a des mecs qui arrivent à courir comme ça plusieurs heures de suite. J'en suis pas encore là. Mais oui, je dis pas qu'il n'y a pas de danger. Je dis pas que tu peux marcher sur un bout de verre sans faire exprès. Il faut faire attention. Mais bon, je trouve que le danger il est assez relatif. Mais ça t'oblige à être un peu plus attentif, à être un peu moins dans la une où tu mets les pieds. Je trouve que c'est rigolo. Et sur la corne justement. Ouais. Sur la corne, tu sens. Enfin, moi, j'ai senti là, même en quelques semaines, que. Je sais pas si tu as déjà fait de la guitare, mais quand tu apprends à jouer de la guitare, au début, tu as les doigts mais complètement déglingués, alors que tu as joué 15 minutes, quoi. Et petit à petit, en fait, tu te fais de la corne. Ça, c'est très connu chez les musiciens. Et en fait, après, tu arrives à jouer plusieurs heures, il n'y a plus de soucis. C'est un peu la même chose qui se passe là avec ton pied. C'est qu'en fait, et moi, c'était l'objectif pour moi de renforcer justement tout ça. Et tu sens très bien qu'en 4 à 6 semaines, tu as une vraie transformation. Les premières fois, le soir même et le lendemain, j'étais quand même vachement. Je sentais que ça avait vraiment travaillé là au niveau de la peau et tout ça, c'était un peu dur. Et petit à petit, tu t'habitues et assez rapidement, en 4 à 6 semaines, tu as des résultats qui sont, je trouve, assez bluffants. Et moi, ce qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille, c'est que j'avais écouté justement un podcast avec un type qui est parti faire la traversée des Pyrénées tout seul, pieds nus. Et quand j'ai écouté son récit, je me suis dit, déjà, je trouvais ça rigolo quand même, comme de se dire de faire ça tout seul. Et je me suis dit, aller courir pieds nus, toi, dans Paris, c'est pas non plus foufou par rapport à d'autres gars qui vont se faire les Pyrénées tout seuls, quoi. Et finalement, alors lui, il expliquait que les parties les plus difficiles, c'était même pas trop dans la nature, c'était les parties où il devait être, tu sais, des fois tu passes dans des villages, sur du bitume. Et ils avaient fait ça au mois d'août, je crois, enfin en plein soleil, le sol était brûlant, là c'était compliqué pour lui. Moi, ce que j'ai pas encore testé, je verrai, c'est de courir pieds nus. Là, il commence un peu à faire froid, là, on est au mois de novembre quand on enregistre. Je l'ai fait plus par période estivale. Il faudrait que je le reteste de le faire par période de froid. Je pense que c'est encore un peu plus compliqué parce que justement, tu n'as pas trop d'afflux sanguin, tu as les pieds un peu gelés. Donc, je pense que c'est encore un peu plus compliqué, mais je t'en reparlerai quand on se croisera à ce moment-là un matin. Alors j'en parlais à l'instant avec un voisin dans la rue là, en venant te rencontrer, qui était éberlué à l'idée de courir pieds nus. et je lui disais, oui, quand tu cours pieds nus par exemple sur une plage de sable mouillé, ouais, il ne te vient pas à l'esprit de courir en posant le talon, tu te flingues le dos tout de suite. Donc naturellement, tu cours sur la pointe des pieds. Ouais. Et il m'a dit, ah oui, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Et on a en fait une structure mécanique, un squelette qui est conçu en fait pour courir. Ouais. Sur la pointe des pieds et pas du tout sur les talons. Ouais. Et les chaussures, c'est un truc artificiel qui a été rajouté par la culture de l'humanité, on va dire.
Et nous, en tant qu'habitants dans un pays comme la France, on a toujours eu des chaussures. Et il m'est arrivé d'essayer de courir sur la pointe des pieds, même, je dis pas pieds nus, hein, sur la pointe des pieds en faisant des... Mais je tenais pas 300 mètres, j'étais mort au niveau musculaire. C'est ça. Donc ce qu'il faut, c'est quelque part réapprendre, enfin, ou même apprendre carrément, Apprendre. à son corps, ce qui prend beaucoup de temps. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça Il y a plein de trucs à dire, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, moi par exemple, là, je le fais avec des patients où on a un tapis de course au cabinet, je les fais courir avec chaussures, avec leurs chaussures habituelles, puis après je leur demande d'enlever les chaussures et de courir après pieds nus ou en chaussettes sur le tapis. Ça change complètement la façon de courir. Et en adaptant quelques petits trucs, on arrive à vraiment corriger. Quand tu vois la vidéo avant-après, ça n'a rien à voir. Et tu cours, alors c'est important de préciser, pas sur la pointe du pied non plus. On va dire médio-pied. C'est ce qu'ils appellent médio-pied, c'est-à-dire que ton talon touche, épouse le sol, mais en fait, tu n'as pas d'impact talonnier à chaque foulée. En gros, ton pied, tu te sers de tes muscles, vraiment ce qu'on appelle les muscles intrinsèques, ce sont les muscles du pied et de la cheville et du mollet tout autour, pour avoir suffisamment de tonicité pour avoir juste un contact du talon avec le sol, mais pas d'impact sur chaque foulée. Et ça, c'est encore pareil. Là, tu vois, on est sur les quais, là, tout le monde court, il faudrait regarder. Je pense que tu as une personne sur 10, et encore, je suis gentil, qui le pratique correctement. Parce qu'on achète des chaussures, je ne vais pas citer les marques, mais ASICS, etc., Nike, Hoka, qui te mettent des grosses semelles où finalement tu es dans un ultra confort, on va dire, où tu peux te permettre d'aller attaquer avec ton talon parce que en fait tu as un amorti. Et c'est quand même vachement intéressant, je trouve, de voir que quand on te dit attends, enlève ce confort-là, qu'est-ce que ça change? En fait, tu vas utiliser beaucoup plus vraiment tes muscles du pied. Et ça, maintenant, les études scientifiques ont été validées pour dire que tu as beaucoup moins d'impact. Et ça paraît logique, hein, quand tu vois une vidéo de quelqu'un qui court. Ah, tiens, regarde. Ça s'entend d'ailleurs. Hein. Ça s'entend. La foulée est beaucoup plus lourde quand tu impactes fort. Et tu as beaucoup plus d'impact, de traumatisme sur les genoux. Et puis ensuite, ça remonte, tu vois, sur tes hanches, sur ton bassin, sur ton dos. Donc moi, c'est ce que je conseille à mes patients. Par contre, il faut bien préciser que ça demande une phase d'adaptation qui ne peut pas se faire en une semaine. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique, ça ne va pas se faire non plus comme ça. Il y a une phase de progression. Là, c'est comme tu disais tout à l'heure, je cours 300 mètres et tout de suite, je sens que je fatigue beaucoup plus. Ça va impacter plus tes muscles, ton tendon d'Achille, effectivement. Ça change complètement ta façon de courir. Donc, il faut se dire, bon, je me lance là-dedans, mais ça va être peut-être une phase entre 4 mois et 6 mois d'adaptation, parfois plus. Mais je trouve ça d'autant plus intéressant de le conseiller à des gens qui se mettent à la course à pied. J'ai aussi vu des gens qui avaient une pratique depuis 20 ans de la course à pied, mais qui n'avaient jamais entendu ces conseils-là. Parce que c'est marrant, parce que la course à pied, c'est peut-être un des seuls sports où tu n'as personne qui te dit comment faire, quelle est la technique, etc. Et encore, même quand tu vas en club d'athlètes, on ne t'en parle pas forcément, sauf si tu fais du 200 ou du 400, où là tu vas travailler la technique, mais si tu fais du demi-fond ou du fond, on ne va même pas forcément t'en parler, alors que c'est, je trouve, finalement méga important pour la prévention des blessures et même pour être plus efficace vraiment dans ta course. Donc voilà, je trouve que j'essaye de le partager, et là encore aujourd'hui, j'essaie de partager ça à un maximum de personnes. Et on est de plus en plus quand même de kinés formés à ça, à essayer de le partager un peu dans les cabinets, notamment kinés du sport. Il y a quelques années, on a vu des chaussures minimalistes qui ressemblent à des pieds en fait, où il y a le dessin des orteils, où il n'y a quasiment pas d'amorti sur la chaussure. Et je me souviens d'avoir entendu dans des médias spécialisés peut-être des gens dire on va voir dans 10 ans tous les traumatismes au niveau des genoux, ça va être terrible, c'est une connerie ces trucs-là. Toi qui es dans le domaine, qu'est-ce que tu as comme recul par rapport à ces pratiques? En fait, c'est vrai, si la personne n'a aucun conseil. En gros, on te donne plus ce confort de la semelle et de l'amorti, mais en contrepartie, on ne te donne pas du tout de conseils sur comment adapter ta foulée, etc.
Ça, c'est sûr que tu cours à la catastrophe parce que si tu te dis, je passe d'une chaussure maximaliste, donc avec beaucoup d'amorti, à une chaussure minimaliste, et puis je continue d'aller courir 1 heure comme je fais d'habitude, sans conseil, rien du tout, tu vas te flinguer. Par contre, si tu fais quelque chose de progressif, où moi au départ, justement, je les ai achetées, ces chaussures-là, il y a quelques années, j'ai fait le truc de manière vraiment très par palier, quoi. Au début, je prenais un petit sac à dos où je mettais mes chaussures habituelles, je partais avec mes chaussures minimalistes là, et je faisais 5 minutes. 5 minutes, je m'arrêtais, je changeais de chaussures, je repartais. Et après, j'ai poussé 7 minutes, 10 minutes, et puis progressivement, et puis maintenant, je suis capable de faire 1h15, 1h30, sans difficulté, sans avoir quasiment de courbature le lendemain, mais parce que tout ça, c'est adapté progressivement. Et quand tu disais se flinguer, quelles sont justement les pathologies qui apparaissent? Tendinopathie d'Achille, tu sais, ton tendon d'Achille là, qui flambe tout de suite. Ça peut être des petits traumas, tu vois, par exemple sur le calcanéum, qui est l'os du talon, parce qu'en fait, tu vas venir impacter. Donc ça peut être ça. Ça peut être des douleurs type métatarsalgie, c'est des douleurs un peu plus sur l'avant du pied ou en dessous, parce que en fait, t'es pas du tout habitué et du coup, d'un coup, tu passes de peu de traumatisme à beaucoup de traumatisme sur cette partie-là. Donc il faut y aller progressivement. Mais en même temps, quand on a une chaussure minimaliste comme ça, avec très peu d'amorti, est-ce que spontanément les gens vont pas avoir tendance justement, comme je le disais, sur une plage de sable mouillé, à moins taper du talon? Oui, c'est ça, c'est l'objectif. Spontanément? C'est l'objectif. En fait, tu vas avoir des contraintes mécaniques qui vont passer de plutôt, si tu cours avec des chaussures maximalistes, à des contraintes mécaniques importantes sur ton genou, plutôt sur le haut, genou, cuisse, bassin, hanche, à plus des contraintes, parce que tu travailles plus avec plutôt la partie basse, donc cheville, tendon d'Achille, muscle intrinsèque du pied. Tout ça, ça demande, comme je disais, probablement 4 à 6 mois de le faire de manière très graduelle et ne pas passer de 0 minute minimaliste à tout de suite 1 heure de run en minimaliste, parce que là, tu vas t'abîmer. Mais par contre, c'est pour moi un des meilleurs outils, on va dire, pour arriver à modifier sa foulée de manière pérenne. Et tout à l'heure, je te posais la question donc, des pathologies qui apparaissent. Tu disais qu'on peut faire donc des erreurs avec ces chaussures minimalistes. Ouais. Est-ce que toi, justement, tu vois des gens qui courent en tant que patient, en fait, ouais, avec des problèmes sur des chaussures minimalistes? Non, parce que la plupart du temps, en fait, c'est moi qui vais les conseiller de faire une transition vers la chaussure, on va dire, plus minimaliste, peut-être pas 100% minimaliste comme les chaussures doigts de pied, là, mais on va dire du 80-90% minimaliste. Et en même temps, du coup, je leur donne tous ces conseils-là d'adaptation et vraiment d'y aller progressivement. Donc, en fait, j'ai pas de personne qui arrive dans le circuit inverse à dire j'ai acheté ça, j'ai fait n'importe quoi et du coup j'arrive en cabinet de kiné. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les chaussures minimalistes, peut-être qu'il y a eu une mode, comme tu dis, il y a 6-7 ans où du coup certains curieux se sont mis à faire ça, mais la plupart du temps, c'est au contraire parce que quelqu'un du monde médical ou paramédical les a conseillés que les gens vont courir comme ça. Et je te dis, sur lesquels, là, tu peux regarder les gens qui vont courir avec des chaussures plus minimalistes, tu regardes la qualité de la foulée, et systématiquement, c'est la même chose, c'est toujours bien meilleur. Toujours bien meilleur. Et donc, les conseils que tu donnes par rapport aux chaussures minimalistes sont les mêmes, quelque part, que tu peux donner pour la course à pied nue? Oui, mais si tu as une chaussure avec ce qu'on appelle beaucoup de drop, le drop, c'est la surélévation du talon, donc vraiment une grosse semelle en dessous. Si tu as beaucoup de drop, au-dessus de 8-10 mm, finalement ça te gêne pour avoir une qualité de foulée correcte. Et encore une fois, je l'ai fait encore hier soir là, avec un patient qui débute la course à pied. Je l'ai fait courir sur le tapis avec ses chaussures, ensuite sans rien, et ensuite avec les bons conseils comme tu disais, je lui ai dit recours avec tes chaussures. En fait, il était gêné. Tu es un peu gêné parce qu'en fait finalement tu as un confort et donc tu as tendance, même si tu le conscientises, à finalement recourir un peu mal, en tout cas avec une foulée plus impactante. Grosse foulée talonnière. C'est intéressant, je pense, je te dis, à mon avis, tu as moins de 10% des gens qui courent avec une foulée qu'on appelle foulée légère, tu vois. Foulée légère et tu l'entends
effectivement, avec quasiment zéro bruit. Et un autre exercice que je trouve intéressant à donner aux gens, c'est une fois qu'ils ont les bons conseils, ils sentent que la foulée est beaucoup plus légère. Et je leur dis maintenant, tu recours mal. Donc, tu refais des grandes enjambées avec beaucoup d'impact. Et les gens le sentent instantanément, c'est pas agréable de courir comme ça. C'est pas du tout agréable. C'est encore une fois des chocs, c'est très impactant. Et donc, je trouve ça pertinent parce que finalement, les gens sentent que non, faut pas que je continue de courir comme ça finalement. Mais voilà, important de dire qu'il faut y aller de manière très progressive sur la transition parce que sinon, on se fait une contre-publicité entre guillemets. C'est ce qui s'est passé il y a 6-7 ans avec des gens qui sont passés, comme tu dis, avec des chaussures minimalistes sans avoir les bons conseils, sans faire les paliers progressifs sur 4 à 6 mois. Et du coup, après, ça a eu une mauvaise pub, une mauvaise presse parce que des gens se sont blessés. Bah oui, mais ils ont fait aussi les choses de manière complètement inversée. Donc voilà, faut y aller progressivement. Et est-ce que tu as testé, est-ce que tu as des informations sur les chaussures dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont les chaussures avec des semelles carbone, avec des lames carbone? Est-ce que ça n'a pas du fait qu'il y a un meilleur rebond, un impact sur le genou par exemple? Plus de contraintes ailleurs? Comme c'est assez nouveau, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'études encore scientifiques énormes dessus. Moi j'ai l'impression que ça, même si tu restitues de l'énergie, ça te pousse quand même, quand tu vois la semelle, à attaquer plutôt au talonnier. Donc j'aurais tendance à être plutôt réticent dessus. Mais j'ai des patients et des proches qui les ont essayés et m'ont dit c'est génial. Bon, faut... Parce que là, sur la dernière course que j'ai faite, j'ai l'impression qu'il y avait un tiers des gens qui avaient des chaussures avec l'arrière qui est caractéristique. Ouais. En pointe un peu. Moi, en pointe. Moi, je suis toujours avec des chaussures standards. Ouais. J'ai compris qu'il y avait un gain de restitution d'énergie qui n'était pas important. Mais si on fait une course longue comme un marathon, ça peut peut-être permettre de gagner 2 minutes. Ouais, je pense. Et ça, personnellement, ça me gêne. Enfin là, je parle de moi, c'est pas bon. Le but, c'est de parler de toi, mais juste un truc. Ce qui me gêne au niveau de l'effort, c'est de me dire si je fais un marathon avec ces chaussures-là et que je gagne 3 minutes, je vais me dire est-ce que c'est dû à mes chaussures ou est-ce que c'est dû au fait que je suis plus motivé et que je les ai gagnées moi-même, tu vois? Je les ai pas essayés moi-même, donc je peux pas te dire. Par contre, les quelques personnes qui l'ont essayé m'ont tous dit franchement, la sensation est hyper agréable parce que tu as une impression d'être un peu sur ressort, quoi, d'être un peu boosté. Donc bon, je pense que ça doit être assez grisant. Après, voilà, c'est toujours juste le warning de dire pour quelqu'un qui débute la course à pied, tout de suite prendre ça. Est-ce que c'est pas un faux ami parce que finalement tu vas avoir une foulée qui est hyper impactante. Bon, c'est toujours la question, quoi. Et pour prendre un petit peu de recul par rapport à la pratique sportive, là ne pas parler spécifiquement de la course à pied, mais des sports d'endurance en général, le cyclisme, natation, mais peut-être aussi des sports comme le tai chi, le yoga, les pilates. Je lisais encore il y a quelques jours des rapports et des recommandations qui viennent du ministère de la Santé, de l'OMS, mentionnant que l'inactivité, la sédentarité a des impacts très négatifs sur la santé à long terme. Il y avait des statistiques qui étaient vraiment flippantes sur le fait de rester plus de 8 heures assis, plus de 10 heures assis. Quand on fait des courses, on a systématiquement besoin d'apporter un certificat médical comme quoi on est en bonne santé. C'est plutôt quand on ne fait pas de sport qu'il faudra avoir un certificat médical, un avis médical pour avoir le droit de ne pas faire de sport, tellement c'est important. Les statistiques de la sédentarité, c'est sûr qu'elles sont pas bonnes. Il y a de plus en plus de gens qui sont sédentaires. Et c'est intéressant de voir aussi, entre guillemets, malheureusement, que c'est même notre société en général, on veut tout de suite, très intense. Et pas mal de gens sont assez sédentaires et se disent d'un coup, tu vas courir un marathon. Il y a encore une fois la phase de progression qui demande du coup de la patience. Particulièrement peut-être encore à Paris, les gens ont des vies à 200 à l'heure et ne s'écoutent que très peu et du coup passent de sédentaire 100% à d'un coup tiens je me mets au sport mais je vais en faire à outrance et c'est aussi ça qui pose problème, quoi. Donc le message c'est un peu oui, c'est sûr que toutes les études scientifiques là aussi montrent qu'il ne faut pas rester sédentaire, il ne faut pas rester sur son canapé, il faut bouger. Après, il y a 1000 manières de bouger, il y a 1000 manières de le faire aussi. Il y a
énormément de sports différents, d'activités. Tu parlais du yoga, du tai chi. Moi, j'ai tendance à conseiller ça parce que bon, course à pied, c'est très bien, mais ça plaît pas à tout le monde non plus. Donc, moi, je trouve que ça permet de se vider complètement l'esprit et voilà, tu as des endorphines et je trouve que ça apporte un bien-être dans ta vie qui est énorme, mais voilà, ça plaît pas à tout le monde. Et du moment que tu bouges, voilà, au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures dans ta semaine, même si c'est pour voilà, aller au boulot en vélo, aller au boulot en marchant, marcher un peu vite dans un parc, dans une forêt, où tu veux, mais au moins voilà, faire une petite activité physique. Les gens... c'est un peu aussi par mauvaise habitude et par flemme que les gens ne le font pas, parce que finalement, quand tu les pousses un tout petit peu, la plupart des gens te disent bah, ça me fait du bien en fait, d'aller marcher dans la forêt, je prends un bon bol d'air, de l'oxygène, en fait ça fait du bien. Mais bon, c'est vrai qu'on a l'attirance aussi d'aller rester devant un petit Netflix, devant la télé. Et j'ai les 2 types de patients. Des patients qui sont trop sédentaires. Quand tu rajoutes à ça du stress du boulot, de la fatigue avec les enfants, etc., ça apporte certaines pathologies. Tu vois, des gens qui sont complètement tendus au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, etc. Et puis d'autres pathologies liées plus voilà, à la pratique de la course à pied, par exemple. Mais qui vont t'apporter des petites douleurs articulaires au genou, tendons d'Achille. Donc c'est des pathologies qui sont différentes, mais on a tendance à toujours pointer du doigt les pathologies du sport. Tu vois, ah ouais, mais le sport ça crée des... Oui, je ne peux pas dire, c'est sûr, ça met des impacts sur tes muscles, tes tendons. Donc oui, ça peut créer des petites pathologies, mais on parle de petites pathologies. La sédentarité t'apporte aussi, nous ce que je te dis, ce qu'on voit c'est pas mal de rachialgie, donc des douleurs de la colonne vertébrale, et après à long terme tout ce qui est risque cardiovasculaire, voilà, AVC, je crois etc. qu'il y a 20 à 30% au niveau mondial de mortalité énorme en plus pour les gens qui sont sédentaires. C'est énorme, c'est un peu c'est un vrai problème, je pense, de santé, mais de société. Et pas que en France, je pense que c'est même pire, tu vois, dans des pays comme les États-Unis où les gens sont encore plus sédentaires. Donc, faut, je pense, avoir ce message permanent de dire, allez, encourageons les gens à bouger de manière un peu sympa, de manière un peu ludique. C'est pas que on va faire un semi-marathon, il faut faire moins de tel temps, on est dans la performance. Non, ça peut aussi être sympa, ça peut aussi aller faire du sport entre copains, aller marcher tout seul dans la forêt. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai donné 2 exemples de sports, des sports qui étaient plutôt des sports individuels, à chaque fois individuels en fait, hein. Des sports individuels d'endurance, course à pied, cyclisme, natation, qui sont très orientés cardio en fait, et d'autres, tai chi, yoga, pilates, qui sont moins cardio, par contre, qui sont tout aussi intéressants sur un plan musculaire, squelettique. Et ce que je trouve bien dans ces 3 tai chi, yoga, pilates, c'est qu'on a besoin de rien en fait, juste un tapis. C'est ça. Il y a zéro matériel. Ah oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau avantage corporel ? Je pense que l'avantage aussi dans ces sports-là, c'est d'apprendre à s'écouter. Là aussi j'en parlais avec une patiente de ça, c'est vrai que finalement ça t'apprend à connaître mieux ton corps, à l'appréhender, à conscientiser ton corps dans l'espace aussi, et je pense que là-dessus c'est aussi pour ça à mon avis que ces pratiques ont autant de succès, et que les gens sentent que ça leur fait du bien en fait, de faire une petite heure de yoga le dimanche, ça leur permet de se sentir, ils n'arrivent pas trop à l'expliquer, mais finalement ça leur permet de simplement se sentir mieux dans leur corps. Pourquoi ? Parce que tu passes ta semaine, beaucoup de gens en tout cas, devant un ordinateur assez statique et en position assise. Donc quand on te dit, tu sais quoi, on va passer 1 heure maintenant à faire des positions complètement même inverses, tu vois, avec de l'extension, des positions vraiment justement dans lesquelles tu ne te retrouves pas habituellement. Et le corps, et notamment la colonne vertébrale, en a énormément besoin en fait. Énormément besoin d'être mobilisé, étiré, assoupli, travaillé de manière un peu précise comme ça. Donc
tout ce qui est yoga, tai chi, je pense que je conseille vraiment parce que c'est hyper pertinent pour entretenir une bonne santé et en particulier pour la colonne vertébrale, mais pas que, même pour tout ton corps. Et j'imagine qu'il y a assez peu de pathologies pour ces sports-là. Encore une fois, c'est des petites pathologies. Il y a pas mal de positions où tu te retrouves sur les poignets, tu sais. Et donc j'ai aussi des gens que je vois arriver avec des petites douleurs articulaires de poignets parce qu'il y avait déjà un petit dysfonctionnement avant, que du coup ils se sont retrouvés, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à faire d'un coup plusieurs heures de yoga par semaine, toujours sur tes poignets. Au bout d'un moment, ça flambe. Même chose si tu as une petite fragilité lombaire et qu'on t'oblige à aller chercher des mouvements extrêmes de flexion, ça peut flamber au niveau des épaules aussi. Mais si tu le fais de manière progressive, encore une fois, normalement, est-ce qu'on peut catégoriser quelque part les risques de pathologie des sports avec justement en bas de l'échelle ces sports-là dont je viens de parler, ouais. Tai chi, pilates, yoga, au-dessus des sports toujours, on va dire, individuels comme course à pied, natation, cyclisme, où tu vas à la vitesse que tu veux, tu es seul, maître à bord, et je dirais au-dessus des pratiques en sport collectif, où là tu as potentiellement des chocs et où les risques sont plus importants. Est-ce qu'on peut avoir cette classification-là ou est-ce que c'est… Si, bien sûr. Tu vois, pour des sports plus soft, comme on vient de parler, ça va être des petites douleurs, justement, comme je te dis, articulaires, épaules, poignets, dos principalement. Mais on va dire que le risque est pas très élevé. Et en tout cas, ça va pas être des pathologies de traumatisme. Tu vois, on va pas être sur normalement, on va pas être sur de la lésion musculaire type claquage ou des choses comme ça. Ensuite, des sports plus par exemple type vélo ou natation. Là, on va être sur peut-être des pathologies d'usure. En natation, par exemple. Tu te fais beaucoup de crawl, au bout d'un moment, ton épaule fatigue un petit peu, donc début de tendinopathie d'épaule, mais c'est pareil, ça ne va pas être des pathologies graves. En revanche, hyper intéressant pour le cardiovasculaire, tu vois, à l'inverse, si tu fais de la natation toute ta vie, tu réduis quand même drastiquement ton risque d'avoir une pathologie cardiovasculaire ou un AVC ou je ne sais quoi, un arrêt cardiaque. Je pense que c'est quand même très important de le souligner. Et après, sur les pathologies un peu plus, tu vois, par exemple, type sport de contact, football, rugby, boxe, ça va être plus des traumatismes de contact. Ça va être du ligament croisé ou ça va être de la lésion musculaire. Donc ça, c'est des gens qui arrivent au cabinet et qui ont eu plein de trucs, quoi. Ils font du rugby depuis 30 ans, donc le gars, il s'est déjà tout cassé. Mais en fait, lui aussi connaît bien son corps parce que c'est plus des petits bobos, c'est quand même des bobos un peu plus costauds, parfois avec des opérations chirurgicales derrière. Mais là aussi, tu vois qu'il est préférable quand même de faire ça toute sa vie versus la personne qui reste vraiment en sédentarité toute sa vie et qui ne pratique jamais aucun sport, quoi. Moi, j'aime bien, pour revenir au cardio, j'aime bien demander aux gens, dans la semaine, là, tu penses combien de minutes tu es arrivé à être essoufflé? Juste en termes de ressenti, en fait. Parce que si tu es essoufflé, ça veut dire déjà ton cardio il est monté suffisamment par rapport à tes capacités. Et tu as quand même pas mal de gens qui te disent, l'escalier, non, du coup, je prends les escalators ou l'ascenseur. Quand c'est en dehors des grandes villes, t'as des gens qui prennent la voiture tout le temps. Donc en fait, quand est-ce qu'ils se retrouvent essoufflés? La dernière séance de sport que j'ai faite, c'était il y a 2-3 mois, plus des fois. En fait, les gens se retrouvent jamais en fait suffisamment haut en cardio-respi. Et quand tu leur poses la question, les gens se disent c'est vrai que pas beaucoup. C'est très discriminant comme question. Je trouve que c'est bien juste de pointer gentiment, mais de pointer sur. Essaie de ressentir dans ton corps. Quand est-ce que tu es essoufflé, tu as du mal à parler avec quelqu'un? Tu as des gens qui, en fait, je te dis, ne le font quasiment jamais dans le mois, quoi, dans l'année même. Donc ça, si tu enchaînes ça pendant un peu toute ta vie, tu vois, plusieurs décennies, c'est sûr que là, à l'inverse, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Donc, en gros, le résumé, je préfère dire oui, le gars il s'est pété les croisés, oui, il y a une tendinite, et alors ça reste des petits bobos versus la personne qui est vraiment sédentaire toute sa vie.
je vais lui dire, bon, essaye de bouger un peu, même sur des sports soft, même sur de la marche rapide, voilà, des trucs qui sont vraiment à la portée de tout le monde, quoi, et qui nécessitent pas d'investissement matériel. Enfin, tu peux vraiment y aller comme ça, quoi. Donc, bon. Et sur ce panel de différents sports que j'avais classé en 3 catégories, hein, avec, on va dire, football, rugby de ce côté-là plutôt, il y a un cas particulier pour moi qui est le ski. C'est très technique, on en fait en gros 1 semaine par an, il faut rentabiliser parce qu'on a acheté ses billets. Pour moi, c'est le pire de tous. Ouais, c'est le pire. En fait, c'est le pire de tous. Bon, tu vois les statistiques des blessures au ski. Tu vois, dans les cabinets de kiné, à partir de février, mars, il y a tout le monde, ils arrivent tous. Et pas que le genou, hein. Des fois, c'est aussi, tu vois, poignet, fracture du fémur. Enfin, j'en ai vu pas mal. Et ouais, en fait, tu as un combo de les gens ne s'échauffent pas, tu t'échauffes pas. Tu montes en télécabine et puis après tu y vas direct, quoi. Les gens ne s'échauffent pas, il fait froid, donc c'est le pire aussi parce que bon, t'es quand même avec tes articulations qui sont un peu comme ça et tu lui demandes une grande descente tout de suite alors qu'il n'y a rien d'échauffé et en plus les gens font... Et il y a zéro entraînement. Tu as zéro entraînement, les gens font justement cette semaine-là de sport dans l'année et pour certains ils ne font pas du tout le reste de l'année. Donc ouais, t'as le bon cocktail pour faire des blessures, quoi. Ça c'est sûr. Et donc celui-là, il est loin devant tous les autres ou il y en a un qui suit éventuellement de près en termes de quoi en termes de sport et de danger. Ouais. Bah, il en fait partie, c'est sûr. Heureusement, tout le monde ne se blesse pas en allant au ski, mais t'as aussi t'es tributaire des autres. Au ski, j'en ai fait pas mal, même si toi tu fais attention. C'est des gens qui font n'importe quoi sur les pistes, quoi. Donc, et là, tu peux avoir des traumas, c'est plus des petits bobos. Là, on parlait pas mal de petits bobos. Là, tu vois, tu peux avoir des traumas. Ben, on l'a vu récemment avec Gaspard Ulliel. Bon, voilà, t'as des traumas graves, mais bon, ça, c'est mis à part le fait de porter un casque. Voilà, juste fais attention aux autres, mais on n'a pas grand-chose à conseiller d'autres là-dessus. Mais par rapport aux petits bobos sur ta semaine de ski, ouais, j'encourage aussi là les gens à se dire dès le mois de novembre, décembre, bon bah je vais commencer à faire un peu des squats, des exercices de proprioception pour mon genou, des petits sauts, du renforcement. Ça va quand même réduire ton risque de te blesser. Et après, une fois que tu es là-bas, de t'échauffer un minimum quand même avant. Personne ne le fait. Je sais pas si tu as vu. J'avais parlé avec quelqu'un qui allait souvent au ski en Autriche. Culturellement, c'est complètement différent apparemment parce que les gens s'échauffent en haut des cabines et tout. En France, j'ai jamais vu ça, quoi, quasiment. Et les gens qui s'échauffent, c'est que les mecs qui font des descentes, qui sont en club et qui en font super bien. Et tous les autres amateurs, personne ne s'échauffe. Et est-ce que tu as une préférence ou plutôt tu aurais des recommandations par rapport au ski? Plutôt ski de piste, ski de fond, tu vois Bah, c'est sûr que ski de fond, moi je connais pas ski de fond, mais j'en ai jamais fait. Mais probablement tu as beaucoup moins de traumatisme en ski de fond qu'en ski de piste. Mais bon, encore une fois, comme tu dis, les gens ils vont une fois, une semaine dans l'année. Tu as envie de rentabiliser, tu as envie de faire des grandes descentes et du coup le ski de fond attire quand même beaucoup moins. Enfin, ça attire des personnes vraiment sportives qui recherchent un effort cardio. Et le ski de fond, c'est peut-être plutôt des pathologies style tendinite? Oui, ça va être des pathologies de répétition, j'ai l'impression. Plus des pathologies de répétition. Mais je pense que c'est un bon sport parce que c'est, tu vois, quand tu compares par rapport à de la course à pied, c'est quand même beaucoup plus soft, enfin, en termes intensité, sur les contraintes mécaniques, sur les articulations, etc. C'est quand même beaucoup plus soft et progressif par rapport à de l'impact course à pied, trail, etc. où c'est quand même beaucoup plus fort, quoi. C'est un bon sport. Justement, c'est un sujet que je voulais aborder tout à l'heure. La pratique de la course à pied sur le long terme, bon, moi j'avais il y a pas mal d'années des échos, je lisais encore une fois dans la presse, du fait que ça traumatisait les articulations, qu'à la fin on était coincé. Donc moi j'avais toujours une petite inquiétude. J'ai toujours fait vachement attention à mes sensations par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'on revient un petit peu sur tout ça, que finalement il y a un effet protecteur
de l'entraînement si Oui. on a une charge d'entraînement qui est croissante, régulière, Ouais, c'est ça. sans impact. Enfin, C'est ça. En fait, sans variation drastique, sans variation trop rapide, quoi. Donc, si tu es progressif, oui, c'est. En fait, plus tu vas répéter les entraînements, effectivement, sur chaque entraînement, bah, comme tu vas mettre de la contrainte mécanique, notamment sur tes muscles, tes articulations, tout ça va, on appelle ça le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif va avoir tendance un peu à se rétracter après ton entraînement. Et donc, si tu lui laisses le temps, suffisamment de temps entre chaque entraînement, de pouvoir se relâcher, etc., tu peux repartir sur un second entraînement, etc. Si par contre, tu enchaînes trop vite, trop fort, c'est là où tu vas avoir un dérèglement à un moment donné de ton tissu conjonctif. Tu vas arriver par exemple sur une pathologie type tendinopathie d'Achille, par exemple. Et si tu es progressif, tu vas avoir tendance plutôt à renforcer, si on prend l'exemple du tendon d'Achille, à renforcer tes fibres parce que tu vas travailler leur élasticité, c'est une bonne chose, versus ne rien faire. Donc c'est une fausse idée, je pense, qu'on se fait d'avoir cette idée de ça traumatise et ça finit par donner des raideurs de manière pérenne et tout ça sur le corps. Non, c'est pas vrai si tu laisses des entraînements suffisamment espacés, tu varies pas trop dans l'année de passer de 0 à trop d'un coup, et entre tes entraînements, tu fais des exercices spécifiques, type étirement, type proprioception, type fente, squat, etc. Pour, encore une fois, adapter, varier les contraintes mécaniques que tu vas mettre sur tes membres inférieurs, par exemple. Et par rapport au cartilage aussi? Cartilage, c'est pareil. En fait, c'est vrai que tu mets des impacts, mais comme on disait, tu vois, en préambule, avec une foulée légère, tu vas mettre des impacts qui ne sont pas trop forts. Tu vas mettre des petits impacts répétés. Et en fait, ça va avoir tendance à stimuler quand tu arrives à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il y a des gens qui courent vachement tard. Finalement, tu stimules correctement ton cartilage et statistiquement, tu as moins de douleur si tu le fais bien. Si tu le fais bien. Pas comme lui, par exemple. Il y a un truc important dont j'ai pas parlé au niveau technique de course, c'est la cadence de course et c'est un des éléments centraux. Je pense à ça parce que le gars qu'on vient de voir passer faisait des grandes enjambées et avec probablement ce qu'on appelle la cadence de course, c'est le nombre de foulées que tu vas faire à la minute. Et donc lui là, il doit être assez bas. En fait, il fait plein de grandes enjambées très impactantes et avec une cadence de course du coup qui est basse. On aura tendance, la moyenne des gens c'est 155. 155 foulées à la minute à peu près. On va avoir tendance à conseiller d'aller vers les 180-185. Ce qui te fait, tu vois, 180, ça te fait un rythme quand même assez important, 3 par seconde. Donc 3 par seconde avec une foulée légère, ça fait que finalement, tu vas avoir plus de petits pas, mais très légers et beaucoup moins impactant. Et donc ça, c'est un des éléments centraux quand tu modifies ta technique de course, c'est travailler sur ta cadence. Donc au début, c'est un petit peu pénible à faire parce que j'ai tendance à conseiller de mettre un métronome, tu vois, dans les oreilles. On peut se faire une playlist avec le bon BPM aussi. Exactement, mais tu les trouves, hein. Tu les trouves sur Spotify, tu trouves des playlists à 180 BPM. Ouais, c'est souvent de la techno un peu pourrie, mais c'est pas des musiques géniales. Mais sinon, non, tu cours avec le métronome au début, donc c'est un peu pénible, mais il faut le faire pendant peut-être 2-3 semaines. Après, finalement, tu l'as dans la tête et tu arrives à réduire ta foulée. Et comme je disais tout à l'heure, de le faire et après de repasser sur ok, maintenant refais des grandes enjambées très impactantes avec une cadence plutôt autour de 145-150. Là, les gens sentent tout de suite que ah non, c'est pas agréable du tout en fait. C'est pas agréable du tout. Ça, c'est important d'en parler peut-être avant de finir parce que c'est un des éléments centraux sur lesquels il faut se concentrer quand tu veux modifier ta foulée et courir intelligemment. On se regarde jamais courir en plus. Les gens sont intéressés quand je les filme et après on regarde ensemble. Tu dis ah ouais, en fait je bouge vachement les épaules, je suis complètement décentré, tout ça machin, et on se regarde jamais courir. Donc, mais moi le premier hein, pendant des années. Donc c'est intéressant de le faire cet exercice-là. Ce qui est important, c'est de bien dissocier la vitesse de la course, la vitesse à laquelle tu cours, et ta cadence de course. C'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que je le fais travailler moi à 0 km/h sur place. Tu vois, tu surplaces. Tu fais du 150.
160, 170, 180, et tu essayes de bien intégrer, de bien automatiser, d'être à 180. Tu te fais juste pieds nus chez toi, dans ton salon, tu cours sur place, tu fais des petits traux en avant, en arrière, mais en fait, tu automatises le 180, 185. Et au bout d'un moment, tu arriveras à courir, à rester à cette cadence de course à 9 km/h, 10 km/h, 12 km/h, 14 km/h. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment avec des vitesses de course qui sont différentes. Et les gens ont tendance à croire souvent que parce que tu augmentes ta cadence, tu augmentes ta vitesse. Mais en fait, il faut vraiment arriver à bien le dissocier. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend aussi, tu vois. Si tu augmentes ta cadence, pour moi, tu vas faire des foulées plus petites et tu vas moins être sur les talons. Bah, c'est l'objectif, c'est complètement l'objectif. C'est plus un objectif d'alléger, d'avoir une foulée beaucoup plus légère, moins impactante, plutôt que de varier la vitesse. La vitesse est complètement à part. Il faut que la vitesse soit complètement à part. Tu as plein de contre-exemples aussi, hein. Tu as des champions en marathon, on me montre tout le temps justement ça. Ouais, mais regarde lui, le mec attaque vraiment talon, etc. Toujours des extraterrestres kenyans, voilà. Mais bon, en général, quand même, les champions ont quand même une super technique de course. Et quand tu regardes les athlètes très bons, notamment sur des distances un peu plus petites, type du 400 mètres, là la qualité de la foulée, elle est parfaite, quoi. Là, c'est beaucoup plus, c'est tout gainé, etc. Tu n'as pas de déperdition d'énergie. Donc, je pense qu'il faut s'en inspirer et essayer de tirer ça vers de la pratique loisir, d'aller courir 1 heure le dimanche et d'avoir une foulée plus qualitative pour des gens qui font du sport loisir, quoi. Un mot pour terminer? Merci. Merci, franchement c'était une bonne rencontre, on ne se connaissait pas du tout avant, on s'est croisés en courant là sur les quais un matin. Je pense que tu étais attiré par le fait que je cours pieds nus. Bon, mais merci beaucoup à toi. Merci en tout cas, merci beaucoup.